Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de passer un petit moment avec Mathieu Sempere, ténor, leader des Stentors, que vous connaissez sûrement, et qui va répondre à quelques questions que vous lui avez posées. Et maintenant, je vous laisse avec les élèves qui vous ont envoyé leurs questions, confinées, et auxquelles vous allez pouvoir répondre. Merci encore, et peut-être à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Garance et je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu faire de la musique votre métier. Merci. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'avoir quelques questions de votre part. Merci de vous intéresser à ce que je fais. Voilà, l'artiste a besoin d'un miroir, le miroir c'est le public, et pourquoi pas voilà, des élèves comme vous, des jeunes qui posent des questions, qui aiment la musique et qui souhaiteraient pour certains d'entre vous pouvoir continuer dans ce chemin-là et dans ce métier-là, qui est un métier différent des autres. La première c'est Garance. Garance, bonjour. Je réponds à ta question. Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans la musique? Je ne baignais pas dans la musique, dans le monde de la musique, encore moins dans le monde de la musique classique, puisque mes parents écoutaient peu de musique classique. Ils écoutaient la radio, donc avec ce qui passait, ce qu'on appelle la pop aujourd'hui, la variété, et surtout la chanson française qui passait à l'époque sur les radios. Donc moi j'ai été bercé plutôt par du Piaf, par du Brel, par du Bécaud, voilà, et par les yéyés, par Claude François par exemple, ou par Michel Sardou, voilà, par tous ces compositeurs français. J'écoutais très peu de musique anglo-saxonne, peut-être parce que je ne comprenais pas le texte. Et donc pour moi la musique et l'ensemble est vraiment un alliage très compliqué à réaliser, mais si magique quand on y arrive et quand on entend une belle chanson, parce qu'une belle chanson c'est des paroles et de la musique, donc des mots qui sont mis en musique, qui sont enluminés. Voilà, une belle chanson c'est du texte pour moi et de la musique, pas seulement des onomatopées. On fait une chanson sympa avec des onomatopées, un truc comique, un truc qui bouge, mais pas une belle chanson. Voilà, après on pourra parler de la chanson, de l'opéra, des grands airs, des grands auteurs. Voilà. Et donc ce que j'ai fait moi étant gamin, c'est je me suis mis au piano à 13-14 ans, tout simplement parce que j'ai été découvert par un prof au collège. Comme quoi, la musique au collège, c'est intéressant. Et moi, c'est le prof de collège qui m'a donné cette passion. Il m'a découvert. Il chantait. Voilà, c'était un chanteur d'opéra de Toulouse. À la base, il avait été dans les chœurs du Capitole de Toulouse. Il aimait la voix, il aimait la voix lyrique. Et il m'a donné ce goût du chant, ce goût de la musique classique que j'ai découvert et que je n'ai jamais lâché ensuite. Voilà, j'ai mordu à ça. Les premières notes m'ont fait un tel effet que, voilà, des années et des années après, pas encore des siècles, mais ça ne saurait tarder, vu mon grand âge, eh bien voilà, je continue dans ce chemin-là que j'aime. Avant tout la musique classique à écouter, et puis la musique peut s'ouvrir à tant de genres musicaux différents, tant de rythmiques, aujourd'hui je fais à la fois de l'opéra, mais je fais de la chanson française, et je vais jusqu'à l'électro, à la musique électro avec ma voix, donc voilà, c'est un peu un grand écart musical, mais à la base, cet amour de la voix véritable, c'est un professeur qui me l'a donné à Montpellier, au collège de Montpellier. Ce professeur, c'est Michel Sotiropoulos, que je remercie une fois de plus. Voilà, donc il a découvert ma voix, je suis rentré dans une maîtrise, donc dans une chorale pour enfants, et puis de fil en aiguille, j'ai continué jusqu'au bac avec lui. Une option musique en plus des matières scientifiques que j'avais, puisque j'étais plus un scientifique qu'un lettré, et ça se sent encore aujourd'hui. Et donc voilà, le goût de la musique m'a été révélé et donné par un professeur. Bonjour, je m'appelle Auguste. Je voulais vous demander s'il n'était pas trop contradictoire de chanter à la fois un répertoire lyrique et un répertoire de variété, et si la technique pour vous est la même. Auguste, ravi de t'entendre et de répondre à ta question. Je pense que la voix lyrique n'est pas la même que la voix de variété, la voix pop, la voix. Voilà. Est-ce que c'est difficile d'allier les deux? Oui, parce que ce sont deux techniques différentes. Pas totalement différentes, parce que l'instrument est le même. L'instrument de base, voilà, le larynx, les cordes vocales, le diaphragme et la respiration, la colonne d'air, c'est la même. Les résonateurs aussi. Par contre, on va
amener sa voix dans une direction, par exemple quand on chante de l'opéra, et cette direction n'est pas forcément la bonne quand on va chanter de la pop, quand on va chanter de la variété. Pourquoi? Je m'explique. Euh, si vous voulez, l'opéra, vous savez que c'est sans micro à la base, ou des micros très loin pour reprendre en plein air, voilà. Bon, ça a été écrit pour être chanté sans micro. Donc le micro est l'oreille du spectateur qui est à 20 mètres, à 20, 30 mètres, et la voix, forcément, ce que certains appellent bouger, ou elle vibre. Elle doit vibrer évidemment de l'émetteur, qui est ici, jusqu'au récepteur, qui est l'oreille. Et pour ça, on a besoin de projection, on a besoin de beaucoup donner, et on a besoin d'une certaine technique. Lorsque le micro est tout près de nous, on n'a pas besoin de cette technique-là, c'est une technique différente, et le son se fait tout de suite. Il doit être fait à la sortie au niveau du micro. Alors qu'à l'opéra, le son il doit être fait au niveau de l'oreille du spectateur ou au moins du chef d'orchestre, qui est à plusieurs mètres. Donc une voix d'opéra ne s'écoute pas à quelques centimètres. C'est pour ça que c'est très difficile, alors j'enregistre des airs en opéra aussi, c'est difficile, et ça n'a rien à voir en fait avec, avec ce qu'on fait sur scène, c'est difficile d'enregistrer de l'opéra. Voilà à mon sens. Ce sont deux techniques différentes. Quand on travaille des aigus, on va dire lyriques, c'est surtout dans les aigus que ça se passe pour les hommes, voilà, ou des aigus plats pour la variété, pour la pop, des aigus droits, là on peut travailler sur le souffle. Dans la voix lyrique, véritablement, ce qu'on veut c'est que ça sonne, que ça fasse du bruit, que l'émission soit là, et que on comprenne le texte à des dizaines de mètres, voilà. Alors que le micro de la voix de variété permet plein de choses, permet de murmurer, permet de souffler à l'oreille des chevaux et à l'oreille du spectateur, permet de dire je t'aime avec une petite voix, alors qu'à l'opéra, pour dire je t'aime, il faut hurler. Mais le chant est un cri contrôlé. Alors, c'est un cri lointain pour l'opéra, c'est un cri plus proche pour le micro, pour une chanson d'amour, au micro, en pop, mais voilà. Et pour dire que c'est pas tout à fait la même technique et c'est difficile d'allier les deux, c'est l'opéra qui est véritablement la voiture de course, puisque c'est au niveau de l'instrument, on met l'instrument à rude épreuve, les compositeurs écrivent des notes précises qui doivent être chantées, avec souvent des tessitures assez ahurissantes, et c'est toujours dans la performance absolue. Voilà. Alors que la chanson, ce qui est intéressant aussi dans la chanson, c'est qu'on peut transposer, on peut caler ça dans sa propre voix pour que l'émotion passe. L'émotion est différente et passe de manière différente quand on fait de l'opéra, où là on est dans la performance, et quand on fait évidemment de la chanson, voilà, où là on va être plus dans quelque chose de transmission au niveau du texte et au niveau des effets vocaux, mais ce qui réunit les deux, ces deux mondes, et qui fait que la voix est un instrument magique, c'est que le timbre de la voix dans les deux cas peut toucher. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je voudrais savoir comment s'est passée la mue pour vous en tant que ténor. Alexandre, ravi de te retrouver. Donc, je vais répondre à ta question sur la mue d'un garçon. Voilà, les filles muent également, mais n'ont pas autant d'intervalle entre la voix d'enfant et la voix d'adulte. Nous avons plus d'une octave, tout de suite ça descend, il y a ces passages-là, il y a ces cassures de voix. Comment ça se passe? Alors, ça se passe à des âges un peu différents, mais voilà, entre 11 et 16, on va dire, 11 et 16 ans. Et voilà, on peut passer d'une voix d'enfant, qu'elle soit soprano ou alto, à une voix d'homme, pour les hommes, ténor ou baryton ou basse. Voilà. Donc il y a véritablement un ambitus, un grand saut à l'élastique. Comment ça s'est passé pour moi? Difficilement. Parce que comme je chantais en tant que gamin, en tant qu'alto, voilà, et que j'ai continué à beaucoup chanter pendant la mue, c'était un peu difficile. J'ai pas eu de cassure vocale comme ça, mais après ça a été quand même une adaptation. Il vaut mieux y aller mollo, vraiment y aller cool pendant la période de mue pour un garçon, retrouver toute sa voix. La voix pendant la mue, ce qu'elle fait, c'est que elle va aller toucher les notes les plus graves. Voilà, le larynx est en train de se former, de prendre une certaine place, les cartilages de se développer. Les cordes vocales qui sont aussi là vont s'épaissir. Donc il faut laisser faire la voix. Et puis après, une fois qu'elle est en place, après se remettre à chanter. Ça n'empêche pas de chanter, bien évidemment, mais il ne faut pas taper dessus pendant la mue. Voilà, ça c'est mon opinion. Souvent, ça c'est important pour les profs, les ténors sont des altos à la base et les sopranos donnent des barytons ou des basses. Voilà. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Rachel,
Je suis une élève à Sophie Caroline et je fais du chant lyrique. Du coup, j'avais 2 questions à vous poser. La première, c'était quel a été votre premier rôle dans un opéra? Et la deuxième, c'était, même si pour moi tous les rôles sont géniaux, quel a été le rôle que vous avez le plus aimé faire? Merci. Ta question est importante et personnelle. Quel a été mon rôle préféré? Alors, mon premier rôle d'abord. Alors ça dépend évidemment, on n'est pas chanteur premier plan tout de suite en claquant des doigts. C'est pas The Voice, c'est pas Starac, c'est pas tout ça. La voix c'est un travail, la voix c'est un apprentissage. Et puis on passe souvent par des chœurs avant de faire les premiers rôles, on passe souvent par des petits rôles avant de faire les premiers rôles. On n'est jamais jeté, c'est pas possible d'être jeté au premier plan, de chanter la Traviata, voilà, parce qu'on a une belle voix. Ça, c'est le monde des bisounours. Le monde réel, c'est qu'il faut travailler, il faut apprendre le métier, parce que l'opéra, c'est pas seulement chanter. L'opéra, c'est jouer ce que certains appellent la comédie. En tout cas, il y a du texte pour l'opéra comique ou pour l'opérette. On doit savoir dire du texte, on doit savoir jouer un personnage, l'interpréter. Donc il y a un travail d'acteur à faire, ne pas être gauche au départ, quel est mon personnage, donc une analyse du personnage, il faut, voilà, on ne peut pas comme ça, d'un coup de baguette magique, se retrouver sur un premier plan d'opéra. Pour ma part, un opéra qui m'a marqué, c'était en 97, à l'Opéra de Montpellier. Oui, 1997, pas 1800, hein, j'en vois certains là qui commencent à se demander. Donc à l'Opéra de Montpellier, voilà, là j'ai eu pour moi le premier rôle à l'Opéra de Montpellier ce qu'on peut appeler un opéra ou une comédie musicale, Candide de Leonard Bernstein. J'avais les 4 rôles, à l'époque je chantais baryton justement et pas ténor, je suis passé ténor après. Donc il est possible, oui, de se tromper ou que la voix évolue et en travaillant qu'elle monte, qu'on change de tessiture. Une fille va avoir une voix grave au départ et puis elle va pouvoir avoir une voix plus aiguë parce qu'elle va travailler, ou inversement d'ailleurs. La libération de la voix, ça se passe. Voilà, mon premier opéra, c'est Candide de Bernstein à l'Opéra de Montpellier. Opéra important, bien évidemment. Peut-être que mon premier rôle d'oratorio, l'oratorio, c'est, vous savez, les messes qui sont chantées, comme le Requiem de Mozart. Pour moi, c'était le Requiem de Fauré. Voilà, la partie solo du Requiem de Fauré, c'était un baryton, là aussi. Et puis après, j'ai migré en tant que ténor. Et j'ai fait des très beaux rôles comme Paris de la Belle Hélène, pour parler d'opérette. Et puis tant de rôles d'opéra, jusqu'à la Traviata, Alfredo la Traviata, La fille du régiment de Donizetti, ou alors Mozart. Voilà, Mozart, est-ce que c'est le rôle qui m'a plu le plus? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé la partition vraiment très intéressante d'Ottavio. Ottavio, c'est dans Don Giovanni. Voilà, mais l'histoire est tellement merveilleuse, l'écriture de Mozart est tellement merveilleuse, même si moi la musique romantique me touche plus, j'avoue que chanter ce répertoire a été un réel plaisir. J'ai pas de rôle préféré, d'opéra favori, mais j'aime chanter. Et j'aime la musique, j'aime voilà, tous ces personnages, jusqu'à des petits personnages d'opérette, des rôles de second plan d'opérette qui sont intéressants, ou des rôles de premier plan d'opérette. J'ai joué c'est presque des centaines de fois le rôle du chanteur de Mexico, qui avait été chanté par Luis Mariano, interprété à l'origine par Luis Mariano. Le compositeur Francis Lopez avait écrit ça pour lui. Voilà, je l'ai interprété un peu partout en France et peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est des rôles assez magiques à chanter avec des airs merveilleux et un personnage à camper, et ça me plaît. J'ai moi aussi une petite question. Quel est votre avis au sujet des rôles travestis en tant qu'homme et en tant qu'interprète? Les rôles de travesti à l'opéra. À l'opéra, parce que dans les autres genres musicaux, il me semble pas. Voilà, dans le reggae, je pense pas qu'on choisisse d'eux. Mais quoique, dans la chanson, on chante une chanson, il n'y a pas de sexe, c'est asexué. Donc on peut chanter des chansons de femmes, des chansons d'hommes. On peut, quand l'auteur le permet, changer un mot, voilà, pour que ça puisse coller. Mais donc c'est à l'opéra surtout, des rôles de travestis. Alors il y a plusieurs types de rôles de travestis, et ça a évolué selon moi, selon les époques. Il y a donc une période où les hommes chantaient les rôles de femmes. L'époque baroque, les hommes chantaient les rôles de femmes avec des voix d'hommes ou avec des voix de castrat, ou aujourd'hui de haute contre. Voilà, ou de contre-ténor. Et on utilise encore ces voix en musique contemporaine pour chanter les rôles, ce qu'on veut, d'hommes ou de femmes. Donc voilà.
les rôles de travesti se passent dans un sens. Donc l'homme qui chante le rôle de la femme, l'homme qui chante le rôle d'homme aujourd'hui, mais avec une voix de femme, entre guillemets, il chante en voix de tête, en falsetto, pas en voix de tête, en falsetto. Voilà. Et donc les cordes se mettent dans une position différente, on ne travaille pas sur la globalité des cordes, enfin bon, bref, on chante dans une voix différente, on imite une voix de femme. Et donc ça, c'est une sorte de travestissement, ça se fait beaucoup aujourd'hui en musique contemporaine. Et puis on a bien évidemment les femmes aussi, qui chantent des rôles d'hommes. Dans Rossini, c'est possible. Dans d'autres types de musique, Gounod également, où les rôles de pages, de mages, de jeunes premiers, d'enfants, d'adolescents sont chantés. Alors, par exemple, Siebel dans Faust est chanté par un homme ou par une femme. C'est un garçon, et les rôles de garçon peuvent être chantés par des adultes, mais comme la voix de garçon ressemble peut-être un peu plus à une voix de femme quand c'est un gamin, voilà, à l'opéra ça a été beaucoup fait par des femmes. J'estime que les deux peuvent être crédibles du moment que le personnage est bien réalisé. Voilà, on va pas mettre un gros barbu pour faire un enfant, et la voix doit découler de ça et se coller, se fondre au caractère du personnage. Je dis pourquoi pas. J'en ai fait beaucoup. Orlovsky, dans La Chauve-souris, peut être chanté par un homme ou par une femme. Siebel dans Faust également. Et j'ai dû en faire encore pas mal d'autres. Je sais plus. J'ai peut-être piqué du boulot aux filles, mais qui me le rendent bien sur certains côtés. Bonjour, je m'appelle Lison. Je voulais savoir si vous aviez un agent et comment ça fonctionne. Voilà, merci. Et je suppose que tu veux en savoir un peu plus. Alors, j'ai eu un agent. Il y a plusieurs. Dans le monde de la musique, alors à l'opéra, c'est un agent, en effet, un agent artistique qui va vous aider à pouvoir auditionner, passer des auditions pour avoir le rôle. Donc ça, c'est possible en opéra. J'ai eu. Aujourd'hui, je fais beaucoup de variétés, beaucoup moins d'opéra. On peut avoir des managers en variété. C'est un peu comme les agents, ils essayent de nous placer, voilà. Donc il y a cette possibilité. Je suppose que tu veux en savoir un peu plus comment ça fonctionne. Déjà financièrement, l'agent prend un pourcentage, 10-15% du cachet qu'il va te trouver. Ça c'est niveau financier. Et ensuite, l'intérêt c'est quoi? C'est que eux ont des contacts, tu ne les as pas. Donc, ils vont pouvoir aussi s'occuper de toi, te conseiller, si ce sont des bons agents, bien évidemment, qui ont pignon sur rue, qui ont du métier, ils vont pouvoir t'écouter et te diriger un petit peu. C'est un peu comme un coach, c'est un peu comme un prof de chant, c'est sur le répertoire, sur ce que tu pourrais faire, sur ce qui intéresserait les directeurs de théâtre, si c'est pour l'opéra, sur ce qui intéresserait les directeurs de casting pour la comédie musicale, par exemple. Voilà. Donc, avoir un bon agent, bon manager. Il vaut mieux des fois ne pas en avoir du tout qu'en avoir un qui profite et qui ne te fait pas travailler. Ou qui ne te propose pas. Parce que c'est réellement ça. Après, à toi d'avoir le talent et à toi de réussir l'audition. Mais déjà, il faut que tu aies des appels pour aller passer les auditions. Si tu n'en as pas, ça ne sert à rien d'être payé. Ils ne sont pas payés, ceci dit, s'ils ne trouvent rien. Ce n'est pas au mois qu'ils sont payés. Contrairement à d'autres métiers. Et puis, que te dire dessus? S'il y a une demande, quelqu'un qui est intéressé par une voix, par ta voix, voilà. Que ce soit un manager, un agent, un producteur, parce qu'un producteur aussi engage beaucoup d'argent. S'il trouve un artiste, il fait signer un contrat d'exclusivité, souvent, tout simplement pour que l'investissement qu'il fait sur la personne, sur le débutant souvent, le jeune prometteur, le jeune prodige, il puisse le retrouver. Je m'explique un peu plus, c'est-à-dire que à votre âge, on peut trouver des très belles voix. Ça c'est valable en variété, vous êtes trop jeune pour l'opéra, mais en variété on peut dire tiens, il y a un potentiel, peut-être que je pourrais lui faire un clip, chanter, faire quelque chose comme ça. Voilà. Comment ça se passe? Soit vous produisez tout vous-même avec l'argent de vos parents, ils sont dans le métier, il faut qu'ils soient dans le métier sinon c'est pas possible. Mais ça coûte très cher, ça coûte des dizaines de milliers d'euros de faire une chanson, d'être en studio, un clip, ce genre de choses. Et puis après il y a la publicité, voilà. Si vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous, un producteur qui est pignon sur rue, voilà, qui soit présent, qui ait d'autres artistes, d'autres poulains, et qui croit en vous, lui il va investir de l'argent. Et donc il va vous faire signer un contrat d'exclusivité pendant quelques années, qui fait que si ça commence à fonctionner pour vous, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va vous piquer et puis qui va profiter de tout ce que lui aura fait et aura mis. Voilà comment ça fonctionne, voilà à quoi sert le producteur
ou le manager. Certains managers font ça aussi. Il n'y a pas de case avec des tiroirs. Donc c'est la personne que vous rencontrez qui croit en vous, vous travaillez en commun et lui va vous faire signer sûrement quelque chose, un contrat pour s'occuper de vous, pour vous faire démarrer. Lorsque vous avez démarré, pour pas que vous partiez voir quelqu'un d'autre alors que lui a mis tous ses sous et croyait en vous, voilà, alors qu'il aurait pu les mettre dans le voisin, dans un autre jeune chanteur qui démarre. Voilà, il y a des contrats à signer, ça se passe comme ça. Si vous en trouvez un, c'est bien. Et sinon, vous faites tout vous-même et vous luttez, et puis vous avancez, vous lâchez rien et vous réussirez. Merci infiniment Mathieu pour ce petit moment passé avec nous, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Maintenant, peut-être pourriez-vous nous parler de vos projets et pourquoi pas nous faire partager un extrait de votre prochain album. En tout cas, nous espérons tous pouvoir vous rencontrer et peut-être avoir un moment de partage plus long et en allant vous voir ou alors en faisant une masterclass ensemble. Ce serait avec plaisir.